Il est 8h15, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Aurore Berger, députée de la République En Marche des Yvelines et candidate aux législatives. Oui, bonjour Aurore Berger. Bonjour. On parlera de votre résultat où vous êtes qualifié donc pour le second tour face à Cédric Briolet de la NUPS, candidat de la NUPS dans la 10e circonscription des Yvelines. Tout d'abord, la majorité de l'alliance de gauche de la NUPS au coude à coude. Quelles consignes pour le second tour? Quelles sont les causes aussi d'une France qui ne vote plus, 52,5% d'abstention avec des chiffres records chez les jeunes notamment, c'est ce que nous allons voir. Commençons donc justement peut-être par cette première leçon de ce premier tour sur l'abstention. Abstention vertigineuse, disent certains. À qui la faute? Les partis politiques, une grande partie des Français? C'est toujours une responsabilité collective, c'est trop facile de renvoyer la balle aux Français. Ce qui est certain, c'est que c'est une responsabilité individuelle que d'aller voter, mais c'est d'abord une responsabilité politique que de faire en sorte que les Français aient envie d'aller voter. Oui, c'est ça. Ça, je crois que c'est le point de départ. Après, on a eu dans cette campagne, et on le voit de manière très claire sur le second tour, deux blocs qui s'affrontent. On avait deux blocs qui s'affrontaient au moment de la présidentielle. C'était la majorité présidentielle, Emmanuel Macron et l'extrême droite, et on a aujourd'hui deux autres blocs qui s'affrontent. C'est la majorité présidentielle à nouveau, et là c'est face à l'extrême gauche, avec la disparition d'autres partis politiques. À la fois des formations, on a l'impression qu'ils n'ont pas voulu faire campagne. C'est le cas de manière assez singulière de Marine Le Pen, disparue quand même de cette campagne. Juste dans la dernière ligne droite, elle était de retour, quoi. En tout cas, je pense qu'elle n'a pas forcément aidé ses candidats, même. Après, ce sera à eux de le dire. Et disparition de partis traditionnels, c'est-à-dire que la gauche étouffée sous les Insoumis, il restera quoi du Parti socialiste et du Parti communiste à l'issue de cette campagne? Pas grand-chose, et une disparition quasi totale des LR. Moi, dans les Yvelines, sur les 12 circonscriptions, pas un seul candidat LR qualifié au second tour, ce qui n'était jamais arrivé. Oui, peut-être aussi un essoufflement de la part de la majorité qui n'a pas suscité d'élan. On n'a pas vu beaucoup aussi de ministres, de gens de la majorité faire campagne dans les médias sur ces derniers 15 jours. Ils font campagne déjà sur le terrain. Oui. Ça, c'est la responsabilité quand même des 15 ministres qui sont eux-mêmes candidats, et la première d'entre elles. C'est-à-dire qu'on a quand même face à nous quelqu'un qui veut être élu Premier ministre sans même être candidat. C'est quand même une espèce d'anomalie démocratique assez impressionnante. Oui, mais qui était en même temps très mobilisé et qui avait tendance à finalement galvaniser un peu ses troupes. C'est ce qu'il a fait, Jean-Luc Mélenchon. Il a occupé et saturé l'espace médiatique. Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas failli justement sur ce plan-là? Est-ce qu'il n'a pas suffisamment galvanisé ses troupes? Il n'est pas non plus au même niveau. C'est-à-dire que vous avez un président de la République, chef de l'État, et vous avez un président de parti politique. Donc je suis désolée, on n'est pas sur le même niveau de responsabilité, donc le même niveau d'engagement sur une campagne électorale. Après, ce qui est clair, et le président l'a dit cette semaine, je pense qu'il sera amené à le redire, c'est qu'il a besoin d'une majorité claire pour pouvoir gouverner. Encore une fois, là, il y a trois options sur la table. Soit on a une majorité présidentielle, claire et nette, absolue. Soit Jean-Luc Mélenchon, donc l'extrême gauche, obtiendrait une majorité, soit ce qu'on appelle une majorité relative. Mais une majorité relative, c'est pas de majorité. Et donc ça veut dire un risque d'instabilité. Non, majorité, à un moment, c'est absolu ou pas. C'est ça qui compte quand même dans la Ve République. C'est pour ça que nous, on doit absolument se battre sur les 5 jours de campagne que l'on a. Et c'est aussi pour ça que je suis là ce matin. C'est cette responsabilité qui est la nôtre, parce que sinon, c'est un risque d'un pays qui serait ingouvernable. Et ça, je crois qu'on ne peut évidemment pas prendre le risque de cette instabilité, alors même qu'on voit les menaces auxquelles on doit faire face, à la fois les menaces internationales, diplomatiques, militaires qu'on a face à nous, y compris sur le continent européen. Est-ce que là-dessus, on veut changer le cap? Est-ce qu'on veut prendre le risque d'avoir demain un gouvernement ou une majorité d'extrême gauche qui aurait des accointances assez évidentes avec un régime russe? Et on voit bien quand même les déclarations. Enfin, il ne faut quand même pas oublier, il y a quelques semaines encore, les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Face à l'inflation qui monte, est-ce qu'on prend le risque d'avoir un mur de la dette qui lui aussi va monter à plus de 200? Déjà, on a une dette colossale. Oui, mais les Français attendent des mesures sur le pouvoir d'achat. Justement, est-ce que c'est pas parce que le gouvernement ne répond pas à ça, fait une politique de petits pas avec un chèque qui est annoncé qui n'arrive pas forcément? Mais c'est pas des petits pas, parce que nous avons encore une fois un projet très clair qu'on veut mettre en œuvre au lendemain
lendemain des élections législatives. Il y a besoin d'une loi. La loi, elle ne se vote pas sans un Parlement légitime pour la voter. Et donc dire que dès le lendemain de l'élection présidentielle, on veut réindexer les retraites sur l'inflation, c'est le pouvoir d'achat de nos retraités, et que nous, on veut garantir le financement des pensions de retraite sans mentir sur l'avenir de notre système de retraite, qu'on veut dégeler le point d'indice pour les fonctionnaires, c'est-à-dire augmenter notamment nos enseignants qui ont besoin d'être valorisés, qu'on veut tripler la prime dite Macron, c'est-à-dire sans impôt ni charge, qui est une attente aussi des entreprises pour lever les tensions de recrutement. Ce sont des choses importantes, qu'on veut continuer à baisser les impôts. Et sur la redevance pour tous les Français, et aussi pour les entreprises. Aurore Bergé, tout le monde dans la majorité doit mouiller le maillot et la chemise, si je puis dire, cette semaine. C'est très clair. Alors, attendez, mais le chef de l'État, il part 2-3 jours quand même en visite à l'étranger. Le chef de l'État est président de la République. Mais cette semaine, vous dites, il a besoin d'une majorité, donc c'est lui-même qui doit être le premier, quoi, non ? Il l'a dit, redit, et il le dira à nouveau de manière très claire cette semaine. Oui, nous avons besoin d'une majorité pour agir. Mais pour agir en France, pour agir en Europe, pour agir d'un point de vue international. Parce que sur ces 3 sujets-là, on a 2 projets politiques que tout oppose. C'est quand même ça qu'il faut à un moment dire dans cette campagne. C'est la clarté des projets politiques que nous avons, nous, majorité présidentielle, ou en face l'extrême gauche. Et il ne faut pas repeindre Jean-Luc Mélenchon en gentil centriste. Jean-Luc Mélenchon, c'est un projet radical, c'est un projet d'outrance et c'est un projet mensonger. C'est mensonger sur la transition énergétique quand il ose dire qu'on peut sortir du nucléaire, et c'est dangereux. C'est mensonger sur les enjeux internationaux et de manière assez évidente, et c'est même dangereux. C'est mensonger sur les retraites quand il promet la retraite à 60 ans et donc l'incapacité à pouvoir les financer, et je le dis aux retraités. Ça, c'est quand même un point effectivement, essentiel. ce sont tous les arguments qu'on a entendus pendant cette campagne que vous nous redonnez évidemment ce matin, vous, dans votre bataille face à la NUPS. Et vous dites l'extrême gauche. Alors, quelles seront dans ces conditions, Aurore Bergé, les consignes de vote pour le second tour, lorsque vous ne serez pas présent, quand il y aura un duel RN-NUPS, justement? Alors déjà, nos candidats sont qualifiés dans 421 circonscriptions. Donc l'immense majorité des cas, c'est qu'on se bat évidemment pour que nos candidats soient élus, parce que la première force politique à l'issue de ce premier tour, c'est la majorité présidentielle en nombre de voix et en nombre de candidats. On le comprend. Je préfère le redire en préalable, parce qu'à force de ne répondre qu'à cette question, on a l'impression qu'on serait presque éliminé du premier tour. C'est pas tout à fait la configuration qu'on a. C'est vrai. Et ensuite, on a en effet 10% des cas où nous avons un duel entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Ce que nous disons tous, et de manière très claire, c'est 2 choses. 1, jamais nous n'appellerons à voter pour l'extrême droite. Jamais une voix de nos électeurs nous n'inciteront à ce qu'elle aille à l'extrême droite. Ce que nous disons aussi, c'est que ensuite, est-ce qu'il faut pour autant voter en faveur de l'extrême gauche et des insoumis? Ça se regarde au cas par cas. Quand vous avez Fabien Roussel qui est face à l'extrême... mais je vais au bout parce que c'est un point important. Quand vous avez un candidat qui s'appelle Fabien Roussel, qui est à la fois différent d'un point de vue des idées, mais qui est un authentique républicain, évidemment, on appelle à faire barrage à l'extrême droite et à voter de manière très claire pour Fabien Roussel. Par contre, même s'il a passé l'accord avec la NUPS, alors que évidemment vous venez de dénoncer en fait un certain nombre de mensonges. Vous dites qu'il y a le mur de la dette, mais avec Fabien Roussel, c'est le mur de la dette également. Parce qu'il a un parcours politique, parce qu'il a un engagement, parce qu'il a des valeurs républicaines, laïques, qui permettent de tenir notre pacte républicain et qui font qu'à un moment, il n'est pas comparable à l'extrême droite, de manière assez évidente. Par contre, il y a un certain nombre de candidats de la NUP, de l'alliance de la gauche et pour moi de l'extrême gauche, pour lesquels il est impensable d'appeler à voter. Vous m'imaginez, moi, appeler à voter pour ceux qui veulent imposer aux femmes le burkini. Enfin, à un moment, il faut être cohérent. Donc le dis. Ce sera du cas par cas. Je le dis, jamais nous n'appellerons à voter pour l'extrême droite. Jamais nous ne demanderons à nos électeurs de voter pour l'extrême droite. Jamais une voix ne doit aller à l'extrême droite. Et d'autre part, dans les 10% des cas que nous avons où il y a ces duels, alors ça se regarde au cas par cas pour savoir s'il faut aller jusqu'à voter. Sinon, vous leur dites quoi alors aux électeurs? Abstention ou vote blanc, quoi. C'est eux qui font. Moi, je suis toujours pour que les gens participent à une élection. Oui, mais donc vote blanc. Mais parfois, il y a des choix impossibles. Mais parfois, il y aura. Il faut aller jusqu'au bout, Aurore Bergé. C'est assez clair. Moi, je ne peux pas appeler à voter. Je peux pas appeler à l'abstention. Mais ça, les électeurs décideront par eux-mêmes. Encore une fois, je pense qu'il y a parfois, malheureusement, des choix qui ont été rendus impossibles au regard de candidats qui ont été investis par l'extrême gauche et qui rompent avec nos valeurs et nos engagements républicains, européens.
et donc qui font que ça devient impossible d'appeler à voter pour eux. Par contre, évidemment, aucune voix pour l'extrême droite. Oui, Aurore Berger, si vous n'aviez pas cette majorité absolue, est-ce que, et donc une majorité relative, est-ce que vous pourriez gouverner avec les LR ? Si eux vous permettaient d'avoir... Moi, je me mets dans la configuration où on se bat pendant les 5 jours qui viennent pour avoir une majorité absolue et pour expliquer aux Français le risque si nous n'en avions pas demain. Oui. C'est ça concrètement qui doit, à mon avis, réveiller notre électorat, qui doit réveiller aussi toutes celles et ceux qui ne sont pas allés voter, qui hésitent aussi parfois à prendre part au second tour en se disant « mon candidat de premier tour a été éliminé, est-ce que vraiment ce second tour me regarde ?» Le second tour, il concerne tous les Français. Ces élections législatives, elles concernent tous les Français. C'est leur avenir. C'est l'avenir des 5 prochaines années qui se joue très clairement sur la santé, sur l'école, sur la transition écologique, sur l'Europe, sur le pouvoir d'achat. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Oui, Manuel Bompard, dans un tweet hier soir, a accusé le gouvernement, la majorité en fait actuelle, de manipuler les résultats et il dit que c'est la NUPS avec un certain nombre de circonscriptions qui n'ont pas été comptabilisées par Gérald Darmanin, le ministère de l'Intérieur, et que si on mettait en fait ces résultats de divers gauches au sein de la NUPS, puisqu'ils ont leur soutien, c'est la NUPS qui serait en fait devant la majorité présidentielle. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Il n'y a aucun doute sur les résultats tels qu'ils ont été présentés, de la même manière que nous parfois on avait des candidats. Lui, il en aimait. Enfin, permettez-moi parfois de penser que lui fait un peu de politique et qu'il ne dit pas forcément toujours la vérité. C'est de la même manière, vous aviez des candidats divers centres qui n'étaient pas investis par la majorité présidentielle. On les additionne pas à nos scores pour les gonfler. Donc à un moment, il y a des candidats qui se sont présentés en préfecture sous une étiquette ou une nuance politique, et c'est ceux-là qui sont comptabilisés. Et puis après, on voit quels sont les candidats qui sont qualifiés au second tour. Oui, Aurore Berger, vous connaissez bien la politique, pour en faire déjà depuis quelques années. Jean-Michel Blanquer éliminé dès le premier tour. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est le parachutage qui ne marche pas, ou c'est évidemment quand on fait de la politique, quand on est en action derrière, on n'est pas forcément récompensé ? C'est une erreur de sa politique aussi, de l'éducation. Je pense que c'est la démonstration aussi de la grande violence qu'est aussi la vie politique, tout simplement. Et moi, je trouve beaucoup de chance de pouvoir travailler avec quelqu'un comme Jean-Michel Blanquer pendant ces 5 dernières années. Je trouve que c'est un formidable gâchis parce que les électeurs de cette circonscription auront donc le choix entre l'extrême gauche et l'extrême droite, avec une campagne délétère qu'il a eu à subir, où certains ont voulu tourner en farce la vie politique. Je trouve pas ça. Je trouve que la vie politique mérite mieux que d'être en permanence tournée en dérision. Sinon, en effet, qui aura envie d'aller voter si on considère que finalement tout ça n'a pas d'importance? Là, par exemple, ce sera du cas par cas. NUPS face à Rassemblement National dans la circonscription de Jean-Michel Blanquer. Vous, personnellement, vous appelleriez à voter... Je connais pas les candidats. Non, mais oui, je connais très bien Jean-Michel Blanquer, mais je ne connais pas les candidats qui étaient présentés face à lui. Donc, il faut regarder leurs déclarations. Ce qui est certain, encore une fois... Jean-Michel Blanquer, justement, les accuse d'insultes. En tout cas, ils l'ont allègrement, malheureusement, insulté, et il a été même agressé pendant cette campagne, ce qui n'a pas beaucoup ému, mais ce qui, à mon avis, devrait nous alerter sur le climat qui existe aussi dans ce pays vis-à-vis de celles et ceux qui s'engagent, quels qu'ils soient. Merci Aurore Berger, candidate donc au second tour dans la 10e circonscription des Yvelines. Vous avez été élue avec 33,4%, enfin qualifiée en tout cas pour le second tour, absolument bien sûr, face au candidat de la NUPS, Cédric Briolet, lui avec 22% des voix. Merci d'être venu ce matin au micro de Sud Radio. Autre invité politique, Jean-Lin Lacapelle, qui sera avec nous tout à l'heure à 9h pour le Rassemblement National. Restez avec nous et dans un instant, la revue de presse. À tout de suite. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.